Déjà, bonjour à tous et merci d'assister à cette présentation. Je vais vous présenter mon mémoire que j'ai effectué lors de mon stage de fin d'études à la fin de mon M2 à Loria entre mars et septembre 2019. Et j'ai soumis mon mémoire fin septembre 2019 à l'Institut Actuaire. Mon mémoire, j'ai effectué à SCORE. J'ai effectué donc en provisionnement en PNC à la SCORE. Et en tant qu'un membre de la PNC Resolving Project Team, et donc j'ai eu la chance aussi de faire mon stage de fin d'études basé à Londres. Ce mémoire, il s'intitule Claim Segmentation Machine Learning Approach, ce qu'on pourrait traduire par segmentation des sinistres, une approche basée sur du machine learning. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu l'objectif de l'étude, donc comment on a problématisé en fait cette étude. Ensuite, je vais vous faire une partie sur la présentation de la base de données. Après, je vais vous présenter les différentes méthodes qu'on a utilisées pour la construction des segmentations. Et enfin, une partie analyse des résultats. Alors, je vais juste retourner sur le webinaire, voir si j'ai pas de... Ok. Bon, ça a l'air d'être... Ok, bon, tout le monde est là, donc je vais vraiment commencer la présentation. Alors, tout d'abord, objectif de l'étude. Alors, on savait en commençant cette étude qu'on avait déjà plusieurs exemples d'applications du machine learning qui étaient appliquées au provisionnement. L'exemple le plus connu, je pense, ce sont l'estimation des coefficients de développement par des réseaux de neurones. On peut citer Woodridge, par exemple, où là, on va estimer d'une manière ligne à ligne. En fait, on va estimer sinistre par sinistre un montant d'ultime. Et à partir de ce montant d'ultime, en connaissant nos positions aujourd'hui, on va pouvoir estimer notre montant d'IBNR. Mais ici, on voulait trouver une autre approche à l'utilisation du machine learning dans le domaine du provisionnement, où au lieu de faire une estimation ligne à ligne, on utilisait quand même des méthodes agrégées, donc des FM ou des BF. Et donc, on s'est penché sur l'étude de la segmentation. Il faut savoir que la segmentation, c'est un critère réglementaire sur Solvabilité 2. Solvabilité 2 nous indique qu'une segmentation, donc que ce soit pour les assureurs ou les réassureurs, on doit segmenter nos engagements en groupes de risques homogènes et au minimum par ligne d'activité. L'intérêt d'une segmentation, ça va être de regrouper des sinistres similaires pour pouvoir mieux estimer le risque. Donc typiquement, on va vouloir regrouper ensemble des sinistres qui ont un développement plus court, par exemple sur des couvertures de dommages, et séparer ces sinistres avec un développement plus court des sinistres avec un développement plus long, que ce soit sur de la responsabilité civile ou des risques de pollution, enfin des risques plus longs et pour lesquels on a des développements qui vont être plus longs. Donc l'objectif de la segmentation, ça va être de séparer les différents sinistres dans différentes classes. L'objectif de l'étude en tant que tel, ça a été de challenger la segmentation actuellement utilisée chez SCORE, donc qu'on appelle la segmentation actuarielle. Comme je l'ai dit précédemment, si on regroupe tous les sinistres ensemble, on va avoir une certaine volatilité autour de notre estimation, et on peut avoir un biais dans notre estimation si on mélange ensemble du risque court, enfin avec un développement court qu'on va appeler short tail et du risque avec un développement plus long qu'on va appeler long tail. On peut avoir une certaine variance autour de notre estimation. Et donc, si on arrive à bien splitter ce portefeuille complet en d'un côté le short tail, d'un côté le long tail, on va pouvoir déjà avoir une appréciation plus fine du risque qu'on a aujourd'hui et également de comment le risque va se développer dans le futur. Alors la segmentation actuarielle, qui est la segmentation utilisée par SCORE, elle est basée sur avis d'expert, elle est en partie sur avis d'expert, elle est construite au niveau contrat-section, donc la granularité c'est le contrat et la section, et elle contient des limitations techniques. Par exemple, si le business est souscrit en Suisse et que ça va être donc l'équipe de Suisse qui va s'occuper du provisionnement, ça va être le business va être dans un segment alloué à l'entité légale suisse, alors que potentiellement le business peut être le même qui soit souscrit en Suisse ou en Angleterre. Alors ça fait partie des certaines limitations plus ou moins techniques qui sont potentiellement peut-être peu justifiables ou qu'il faut au moins challenger. Et en plus de ça, donc ça c'est la segmentation actuelle utilisée par SCORE. Les segmentations prototypes, donc les segmentations dont on va parler dans ce mémoire, elles sont basées sur des critères plus statistiques, donc on a utilisé des algorithmes de machine learning.
elles sont construites à une granularité plus fine au niveau du sinistre, et on a essayé de limiter au maximum les jugements d'experts. Alors, je vous ai parlé de patterns, enfin de développement des sinistres, et donc l'idée des segmentations, ça va être de regrouper des sinistres selon leur développement. Mais cependant, un développement, on peut pas directement faire des segmentations basées sur le développement. Il faut trouver une méthode pour quantifier quelque part le développement. Pour quantifier ce développement, on a utilisé des indicateurs, donc des indicateurs de développement, et on a choisi la duration non actualisée, donc qu'on appelait donc le TF incurred pour les montants encourus. TF, c'est pour time factor. Donc d'un côté, on va avoir un indicateur pour les montants encourus, TF incurred, et d'un autre côté, un autre indicateur, également la duration non actualisée, sur les montants payés. Donc pourquoi s'intéresser à la duration actualisée? C'est ce que j'essaie d'illustrer dans les 3 exemples qui suivent. On voit donc un premier exemple où on a le principal développement à l'année 1, et ensuite un tout petit peu de développement positif en année 3, avec également un peu de développement additionnel en année 2. Et donc, ce qui fait que, au total, la duration si on regarde la duration des montants incrémentaux, on a une duration aux alentours de 2 tiers. Si on regarde maintenant un sinistre plus simple, pour lequel on a seulement un développement en année 3, ce qui est assimilable à une obligation zéro coupon, on a la duration qui est égale à la maturité. Et donc 3 ici. Et enfin, un dernier exemple où là, on a une réduction, un remboursement, un développement positif qui arrive assez tard, donc en année 5, et ce qui fait que en fait, au global, la duration est négative, donc à moins 0,5. Donc en règle générale, on va avoir une petite valeur de duration qui va traduire d'un développement court et une valeur plus grande qui va traduire d'un développement plus long. Donc maintenant que je vous ai présenté un peu comment on allait procéder pour différencier les différents types de développement, je vais vous présenter la base de données qu'on a utilisée lors de l'étude. Alors il faut savoir que pour avoir des résultats plutôt intéressants, il faut un certain nombre de lignes dans notre base. Et le problème de la réassurance, c'est qu'on a par construction, enfin par essence du business, on a peu de sinistres. Donc on a décidé de regarder une base constituée de contrats facultatifs qui vont pouvoir couvrir des risques qui sont très spécifiques ou qui tombent en dehors des couvertures générales des contrats de réassurance. Et vu que ces contrats sont très spécifiques, on va avoir plus de sinistres et plus de détails au niveau de chaque sinistre. La base va être composée de caractéristiques au niveau du contrat, que ce soit la nature du contrat, que ce soit proportionnel ou non proportionnel, sur le domaine d'activité couvert, donc industriel, commercial, financier. Donc on a d'un côté les caractéristiques au niveau contrat, mais on a également des caractéristiques au niveau sinistre, donc à une granularité plus fine. Ça s'appelle la cause du sinistre, ou ça peut également être le pays dans lequel le sinistre a lieu. Au total, la base, elle est composée de un peu moins de 450 000 lignes. On a 20 variables, dont plus des 2 tiers qui sont des variables qualitatives, et on a 6 variables quantitatives. Également, pour chaque sinistre, on va avoir le développement pour les montants encourus et le développement pour les montants payés. Et on a également pour chaque sinistre donc les durations que je vous ai présentées précédemment. Donc dans une première étape, on a appliqué tout le processus que je vais vous présenter à une sous-base qui est seulement composée des sinistres de la ligne d'activité FIRE, qu'on a appelé FIRE, qui est en fait la ligne d'activité liée aux dommages physiques. On sait que les dommages physiques ont un développement plutôt court et qu'on a souvent des développements positifs, donc des remboursements ou un abaissement des estimations qu'on a effectuées. Cette base de FIRE, donc de property, elle compose 50% de la base complète, donc toutes les lignes de business confondues. Et une fois qu'on aura établi le processus pour cette sous-base, on l'a appliqué donc à toutes les lignes de business. Lors de la construction de la base, on avait certaines variables qui avaient beaucoup de valeurs manquantes, et pour pallier à ces valeurs manquantes, enfin pour remplacer ces valeurs manquantes, au lieu de les remplacer naïvement par la moyenne ou la médiane, on a utilisé une méthode un petit peu plus sophistiquée qui est basée sur l'algorithme Miss-MDA. Donc ça a été la seule étape de la construction de la base qui a été effectuée sous R. L'algorithme Miss-MDA, il va se baser sur les corrélations entre différentes variables pour trouver, pour ajuster le remplacement pour la valeur manquante. Donc
je vous ai présenté un léger exemple qui est disponible dans la documentation de l'algorithme SNDA. On voit en fait qu'on a 4 points et on a un point que j'ai entouré en rouge. On connaît la valeur en X, mais on ne connaît pas la valeur en Y. La première étape d'initialisation de l'algorithme SNDA, ça va être de remplacer ce point par la moyenne. Donc on va voir qu'ici le premier point rouge. Une fois qu'on a fait une initialisation, on va faire donc une ACP sur les corrélations, ce qui va revenir en fait dans ce cas précis, parce que les points sont plus ou moins alignés, à un fit linéaire sur les différents points. Et une fois qu'on a cette axe de projection, on va projeter le point sur l'axe et on va réajuster, c'est ce qu'on montre à l'étape 2.2, on va réajuster le point parce qu'on connaît sa position sur l'axe des X. Une fois qu'on a fait un premier remplacement, on va faire des ACP itératives sur les points en incluant le point pour lequel on a remplacé, le point ayant une valeur manquante qu'on a remplacé. Et on va faire cela de manière itérative jusqu'à ce qu'on converge. Et donc on peut voir à la fin que le point finit sur l'axe linéaire des 3, car les 4 points étaient tous alignés. Donc ça, c'est un exemple très simple en 2 dimensions, et les 2 dimensions étant des données quantitatives. Il faut également savoir qu'on a la généralisation dans plusieurs dimensions. Si l'algorithme d'ACP nous indique qu'il faut utiliser plusieurs dimensions, et on a aussi la généralisation pour des variables qualitatives en utilisant des MCR au lieu d'ACP. Donc cet algorithme SNDR, on a pu l'appliquer sur 3 variables qui avaient des pourcentages de valeurs manquantes importants, mais pour lesquels les résultats de l'algorithme étaient cohérents. Et pour 2 autres variables, on avait en fait trop de valeurs manquantes. Du coup, au lieu d'utiliser l'algorithme SNDR, on a juste créé une nouvelle catégorie. Ces 2 variables les 5 variables qui avaient des valeurs manquantes étaient des variables qualitatives. On a juste créé une nouvelle catégorie correspondant à missing value, donc pas de valeur. Ensuite, je vous présente un diagramme de la construction de la base. Dans les grandes lignes, on a récupéré via Business Object des données comptables pour chaque subsidiary que j'ai agrégé sous Python. Et ensuite, on a fait une première sélection des variables et on a appliqué donc l'algorithme de remplacement des valeurs manquantes pour obtenir notre base finale. Donc maintenant que je vous ai présenté la base, je vais vous parler en fait du cœur du sujet, qui est la construction des segmentations basées sur du machine learning. Alors pour chaque sinistre, on va donc avoir différentes variables et également la valeur pour les indicateurs. Ce qu'on va faire, donc on a 2 approches. On a une approche qui va être supervisée et une approche qui est non supervisée. La première approche, qui est l'approche supervisée, elle est basée sur des arbres de décision ajoutés sur un indicateur. Donc ici, les arbres de décision, bien qu'on veuille créer des classes, sont des arbres de régression. On va fitter un arbre sur les indicateurs, donc les durations d'incurred et les durations de paid, donc un arbre pour les durations d'incurred, un arbre pour les durations de paid, et on va considérer chaque feuille finale comme étant une classe à part entière. Et ensuite, dans cette classe-là, on va associer la moyenne pour la valeur de l'indicateur de la classe, donc de la feuille. Donc ici, on a vraiment une causalité, on met en évidence la causalité entre les variables de nos bases et la valeur des indicateurs. Maintenant, dans l'approche non supervisée, en fait, c'est basé sur des clusters. Et cette fois-ci, au lieu d'étudier la causalité entre les variables et les indicateurs, on va plus regarder la proximité entre les différents points. Donc, on a fait des clusters sur les variables seulement, sur la valeur des indicateurs seulement également, et un mix des deux, donc entre variables et indicateurs. Donc, cette fois-ci, comme je l'ai dit, on va regarder la proximité entre les différents points et on va les regrouper ensemble quand c'est judicieux. Et ensuite, pour chaque cluster qu'on a créé, on va associer une classe à ce cluster. Et de la même manière que pour les arbres, on va associer la valeur moyenne comme valeur de l'indicateur pour l'ensemble de la classe. Donc là, on a d'un côté une méthode supervisée pour laquelle on a des méthodes pour limiter l'overfitting, et de l'autre côté, une méthode non supervisée pour lesquelles on n'a pas moyen de prendre en compte ce biais. Donc, afin de permettre une comparabilité entre les segmentations basées sur les méthodes supervisées et non supervisées, on a mis en place en fait un système de base d'apprentissage et de base de test dans les 2 cas, même pour les méthodes non supervisées.
Ce qu'on a fait, c'est une première sélection. Déjà, on a enlevé les contrats les plus récents, entre 2016 et 2018, car étant donné qu'on regarde la duration, dans les années les plus récentes, on avait forcément un biais, c'est-à-dire que les durations étaient plus courtes, car on se limitait dans les développements possibles pour les contrats les plus récents. On a également coupé dans l'autre sens le business avant 2003, enfin avant 2002, car on a vu qu'il y a eu une grande variation dans le nombre de contrats entre 2002 et 2003, et donc on n'a pas voulu avoir de biais dans notre base et on s'est séparé des années, en tout cas sur la base Fire, on s'est séparé des années avant 2002. Une fois qu'on a cette base pour laquelle on a enlevé des biais dans les indicateurs, on l'a séparé entre une base d'apprentissage et une base de test, donc 70%, 30%, et on a ajusté les segmentations sur la base d'apprentissage. Donc on a ajusté les segmentations basées sur les arbres et sur les clusters seulement sur la base d'apprentissage. Une fois qu'on a construit nos classes sur la base d'apprentissage, on va utiliser des algorithmes de classification pour reclasser notre base de test. Ensuite, on a associé donc des valeurs par classe pour chaque indicateur, la valeur moyenne, et on a comparé l'homogénéité des différentes segmentations. Donc en fait, on a regardé les variances intragroupes pour chaque classe. Les variances intragroupes ont été obtenues pour des arbres de décision avec différents paramètres. Donc on a fait varier le nombre de feuilles finales entre 2 et 30. Et on a également joué sur le nombre minimum de sinistres par feuille en faisant varier de 100 à 5000. Pour les clusters, on a fait varier donc le nombre de clusters de 2 à 30. Alors ici, je vous présente l'évolution de la somme des intravariances dans la somme des intravariances pour toutes les classes. On voit donc en noir, en trait plein, la variance au global. On voit en pointillé la variance issue de la segmentation actuarielle. Et chaque ligne va correspondre à un différent nombre de feuilles maximales. Donc, on commence à 2 feuilles maximales en vert, et plus on va monter, plus on va augmenter le nombre de feuilles maximales. Sur l'axe des X, on a cette fois-ci le nombre minimum de sinistres par feuille, donc en allant de 100 à 5000. Une remarque générale, c'est qu'on voit que plus on va augmenter le nombre de feuilles, plus on va diminuer notre variance, parce que là, on est en échelle négative. Et plus on va augmenter notre nombre de sinistres minimum par feuille, plus on va augmenter notre intravariance. On peut également remarquer que on a de l'amélioration, mais que après 20, en fait, l'amélioration est plus subtile. Enfin, on voit qu'on a un gros gap entre 15 et 20 et c'est un petit peu plus subtil après. Et étant donné que le meilleur point est pour 100 sinistres une limitation de 100 sinistres minimum par feuille, on a choisi donc le point avec 100 sinistres minimum par feuille et 20 feuilles finales comme le meilleur point de ce type de segmentation. Ça, c'est pareil, c'est toujours sur des arbres, mais cette fois-ci, on regarde la MSE, donc la somme des intravariances sur les durations de payés. Alors, attention, en fait, là, on regarde bien l'arbre ajusté sur les durations de payés, mais ça va être la mesure par rapport à l'indicateur Linkerd. Donc, on voit que plus on va augmenter le nombre de feuilles de la même manière, pour l'arbre de payé, plus on va réduire la variance de Linkerd. Donc, en ayant un modèle qui est ajusté sur le payé, on arrive quand même à réduire la variance sur l'autre indicateur, donc l'indicateur Linkerd. Un autre point intéressant, c'est qu'on voit qu'on a un léger phénomène de surapprentissage. On voit que en fait le modèle avec une condition de 150 et non de 100, on a une variance plus fine pour un critère qui est plus restrictif en fait. Donc pour cette raison, on a choisi et on a également le même constat qui est que on a de l'amélioration jusqu'à 20 et après 20 c'est plus subtil. Donc pour ces deux raisons, on a choisi l'arbre basé sur donc avec 20 feuilles et en ayant 150 sinistres minimum par feuille. Maintenant, je vous présente le même graphe, mais cette fois-ci pour des clusters. Donc en fait, là, on voit que la variance diminue grandement, mais arrivé à 4, on a en fait on a utilisé la méthode du coude pour voir que le ratio d'amélioration atteignait son maximum pour 4 clusters. Donc ça c'est pour les clusters ajustés sur les indicateurs. Et donc pour cette raison, la segmentation basée sur les clusters d'indicateurs va avoir 4 clusters, donc 4 classes.
Une fois qu'on a construit, donc on a fait ce test pour tous les types de segmentation, donc les arbres ajustés sur les durations d'encouru, les arbres ajustés sur les durations de payé, les clusters sur les indicateurs, les clusters sur les variables et les clusters à la fois sur les indicateurs et les variables. Donc on a fait cette allocation de sinistres pour les contrats allant de 2003 à 2015. Et afin de réallouer les années 2016-2017, on a effectué une cross-validation en utilisant différents algorithmes. Et on a utilisé l'algorithme qui avait le meilleur score sur la réallocation des années 2003-2015 pour le réappliquer aux années plus récentes, donc 2016 et 2017. Donc maintenant, je vais vous en fait comparer les différentes segmentations qu'on a obtenues selon les différentes méthodes. Pour mesurer la qualité de la prédiction, on a regardé deux critères. On a regardé l'estimation du cash flow 2018 de montant d'encouru et de payé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé la dernière diagonale. On a regardé donc nos triangles sans cette diagonale et on a estimé ce qu'on venait d'enlever en étudiant le développement naturel des classes. Et ensuite, on a comparé notre estimation par ce qu'on avait vraiment obtenu. Donc en fait, ce qu'on fait là, c'est juste on estime le cash flow de l'année 2018 en utilisant un chain header classique sans sélection de ratio et on compare notre estimation par les valeurs réelles. Donc ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est une estimation à l'ultime. Donc cette fois-ci, on va estimer le montant d'IBNR et de réserve sur une base de sinistre clos. Et donc de la manière, on va estimer en utilisant un chain header sans sélection de ratio et on va comparer donc la valeur qu'on a prédit avec la valeur actuellement observée. Donc pour ce faire, on a enlevé plusieurs années de développement. Donc pour chacun de ces indicateurs, donc l'estimation des cash flows et l'estimation des IBNR ou des réserves, on a regardé deux mesures d'erreur. Donc le delta pourcentage qui va être la différence de prédiction normalisée par le montant actuellement observé. Et également la somme des erreurs en valeur absolue, mais cette fois-ci pour chaque cash flow, donc pour chaque année de projection. Donc si on regarde pour les cash flow incurred, on voit que la segmentation actuarielle, elle prédit à 17% près, et qu'elle a une erreur par cash flow qui est de 20%. Et si on regarde la segmentation que j'ai appelée one segment, qui est la segmentation où on agrège tout ensemble, on voit qu'on a une estimation qui est plus proche que l'estimation obtenue par la segmentation actuarielle. Donc on est juste 4% de différence. Mais par contre, au niveau de chaque cash flow, on a une erreur qui est plus importante, qui est à 29%. Maintenant, j'ai mes cinq segmentations que je viens de construire en étudiant les différentes valeurs de mes indicateurs. Donc j'ai mes deux segmentations basées sur les arbres, donc decision tree, incurred et paid, et mes trois méthodes basées sur les clusters. Je vois que mes méthodes sur les arbres, les deux, elles prédisent mieux au niveau du delta que la segmentation actuarielle, et que j'ai une erreur par cash flow qui est la même. Donc ces deux segmentations prédisent potentiellement mieux que la segmentation actuarielle. Maintenant, si je regarde mes autres segmentations basées sur les clusters, je vois que celle qui ressort vraiment parmi les trois, c'est celle qui est basée sur des clusters de variables, pour laquelle j'ai 11% d'erreur d'estimation, et donc j'ai l'erreur la plus basse au niveau de la somme des cash flows, qui est seulement à 17%. Donc on regarde ça, j'ai effectué en fait un classement où j'ai classé pour chaque indicateur sur chacune de ces deux mesures. Et en fait, j'ai classé de 1 à 5 toutes mes segmentations, et celle qui ressortait mieux, c'était la segmentation basée sur les clusters de variables. Donc ici, je vous présente les développements de montant d'encouru pour chacune des 9 classes basées sur les clusters. Donc on peut voir que on savait que la base fire, la base property, parce que là on est toujours sur la base property, elle était très short tail, et on avait en règle générale des développements positifs. Et là, on voit qu'on a réussi à séparer, si je regarde par exemple la segmentation qui a un développement en marron, on n'a pas de développement positif, et au contraire, si je regarde celle qui est plutôt en bordeaux, on a un grand développement positif. Donc même si c'était une base très homogène, on a quand même réussi à différencier différents types de développement. Maintenant, si je regarde les développements pour les montants de payés, on voit que de la même manière, on a réussi à séparer donc la classe numéro 2 qui a un remboursement de montants de payés, et des développements qui sont plus ou moins lents.
Donc les classes obtenues ont des développements différents, mais cependant, est-ce que leur composition fait sens? Donc est-ce qu'on peut quelque part avoir un profil de risque pour chaque classe qu'on vient de créer? Donc pour ce faire, j'ai regardé la composition des différentes classes, et en fait on voit que par exemple donc c'était en Python, donc la classe 1 s'appelle en fait la classe 0. La classe 0, elle couvre des périls nommés, donc ça va être des tempêtes pour lesquelles on a des noms. On a des plus petits risques avec une part score de participation élevée, c'est spécialement short tail et c'est basé dans le sud de l'Europe. Au contraire, si je regarde la classe 8, donc ce sont des gros contrats, principalement du non proportionnel, et on a des couvertures liées à l'industrie pétrochimique et 15% qui vient du domaine de la production d'énergie, et c'est basé en Amérique du Nord. Donc on a vraiment des profils de risque spécifiques pour chaque classe, et donc ça fait sens à la fois au niveau des développements et à la fois au niveau de l'interprétabilité des classes. Donc maintenant que j'ai appliqué ça à la base Fire, je vais généraliser ça à toutes les lignes de business. Donc on a vu qu'on avait des résultats plutôt encourageants sur la base Fire, mais on savait que la base Fire, donc, qui est que du dommage property, est très homogène et que donc d'un côté on n'a pas forcément autant d'améliorations qu'on pourrait avoir car de base le business est très homogène, mais également on s'est restreint dans la limitation totale de nos lignes. Donc, en incluant tout le reste de la base, on peut également avoir une estimation plus correcte des différents types de risques. Donc maintenant, je vais généraliser tout ce processus à l'ensemble de ces lignes de développement. Et donc, vous pouvez voir que, comme je vous l'avais dit, la base Fire représente plus de la moitié. Et puis après, on a du construction, marine, transpo. Donc on a différentes lignes de business qui ont potentiellement des développements différents. Donc j'ai appliqué exactement le même principe. J'ai regardé les intravariances pour chacune de mes segmentations et de la manière j'ai classé toutes mes segmentations donc j'en avais toujours une pour chaque type, donc 2 sur les arbres et 3 sur le cluster. Je les ai classées de la même manière et celle qui ressortait était la segmentation basée sur un arbre ajusté sur les durations d'encourues avec comme paramètre donc 15 feuilles finales et une limitation de 1000 sinistres par feuille. Et donc on peut voir, ce qui est pratique avec un arbre, c'est qu'on a vraiment une causalité entre les variables et les durations. On peut voir donc que la durée du contrat ressort à plusieurs endroits, donc ici et ici. Ce qui fait sens, plus on a un contrat qui est long, plus potentiellement là on aura une duration longue. On peut également avoir donc la classe 14 qui est la classe avec donc la plus longue, la duration la plus élevée. Donc c'est lié au sexual abuse. Donc on a un développement très long quand on a des sinistres liés aux abus sexuels. On peut également voir que en France on a un développement enfin, si on regarde, en fait, c'est basé sur du one-hot encoding. Si on regarde, par exemple, la cellule numéro 2, donc Subsidiary Ledger UK inférieur à 0,5, si je vais à gauche, ça veut dire que je suis à 0, donc ce n'est pas au UK. Et si je vais à droite, ça veut dire que la Subsidiary Ledger est égale au UK. Donc là, je peux voir que mon premier split se fait sur la durée du contrat, puis mon deuxième split se fait sur le fait que mon business soit sur est comme entité, une entité au UK ou pas, puis que la cause du sinistre soit liée à des abus sexuels ou non, puis que ce soit à Paris. Enfin, c'est comme ça qu'il faut interpréter là. Donc on peut voir qu'on a de la manière on a différents profils de risque, et étant donné que c'est un arbre, on a directement le lien entre, nos classes sont directement définies car on a à chaque étape une dichotomie entre nos différentes classes. Donc maintenant je vais vous présenter donc les développements obtenus pour ces 15 classes. Donc on voit déjà que l'éventail des développements est beaucoup plus important. Là où on avait des développements qui étaient relativement tous plus ou moins regroupés pour la base Fire, là on a vraiment un éventail de développement plus important. On voit que la classe 14 par exemple est très très long tail, alors qu'on a 2-3 classes au début qui semblent avoir un développement beaucoup plus court. On a également des classes qui ont des développements positifs et d'autres qui n'en ont pas. Donc voilà, là on a vraiment réussi à mettre en place différents types de développement. Donc ça c'est sur les montants d'encourus. Sur les montants de payés, c'est le même constat.
les mentalités de développement est beaucoup plus important que sur la base property, ce à quoi on pouvait s'attendre parce qu'on a mélangé du business qui était plus différent de base. Donc en conclusion, on a des résultats qui sont cohérents avec le sujet de l'étude. On voulait construire une segmentation qui séparait bien différents types de développement, ce qu'on a obtenu. On a également, entre guillemets, battu la segmentation actuellement utilisée en termes de précision de prédiction et en termes d'homogénéité, en regardant l'intervariance. Le cadre de l'analyse et les différents choix qu'on a fait, donc par exemple le choix d'utiliser des indicateurs, semble être correct car on obtient bien des développements différents. Les classes distinctes sont formées, donc autant au niveau de leur développement qu'au niveau de leur composition. Sinon, comme limitation et ouverture, on peut noter que des variables avec beaucoup de petites catégories ne sont presque pas présentes dans les arbres de décision. On peut également noter que les développements obtenus, étant donné que je regarde purement les développements d'Inker pour chaque classe, en fait, le montant entre guillemets nominal d'encouru et de payé va avoir une grande influence sur le développement de la classe totale, alors que la duration va appliquer le même poids à chaque sinistre, car je divise par le montant nominal, c'est une duration. Au niveau des limitations techniques, on peut noter notamment que l'algorithme de cluster sur les variables, le package est encore en cours de développement. Ça prenait des jours et des nuits à tourner en fait, parce qu'on avait quand même beaucoup de lignes et on avait beaucoup de variables avec beaucoup de catégories. Et on a également eu la contrainte du one-hot angling, donc ça c'est en Python pour sklearn, où en fait pour chaque variable catégorique, si j'ai par exemple pays, Angleterre, France, Allemagne, je vais devoir créer 3 nouvelles colonnes, donc pays égale France, pays égale Angleterre, pays égale Allemagne, qui vont être remplies de 0 et de 1. Et donc, étant donné que j'avais plusieurs variables catégoriques avec énormément de catégories, ça faisait un grand élargissement de ma base de données. Mais cependant, donc voilà, les résultats obtenus sont restreints à une certaine des méthodes de calcul. Et oui, seulement les développements naturels sont étudiés. On aurait pu, par exemple, aussi utiliser des méthodes plus sophistiquées par classe pour comparer les prédictions. Donc, on aurait pu utiliser des réseaux de neurones à la fois sur la segmentation actuarielle et sur les segmentations obtenues par mon étude pour voir si le constat était le même. Donc voilà, merci de votre attention et je serais ravi de répondre à vos questions. Et n'hésitez pas si vous avez des commentaires et des remarques. Merci de votre attention. Alors, je vois dans les questions. Alors, avez-vous envisagé d'autres variables que les durations pour la caractérisation du développement? Très bonne question, ouais, merci. Alors oui, en fait, on a envisagé d'autres développements. En fait, quelqu'un avait déjà étudié, si vous voulez, plotter en fait les développements d'Inker et les développements payés et faire des clusters sur les points qu'on obtenait en fonction de ces développements. Mais j'ai essayé d'appliquer ça dans ce cadre-là. Mais en fait, j'avais beaucoup de duration qui était très faible et ça me faisait une énorme classe qui était composée de 99% qui était aux alentours de 0. Et après, j'avais 2-3 outliers et donc ça ne donnait pas des résultats convenables. Sinon, j'avais aussi pensé à regarder peut-être des mesures de convexité. Donc, au lieu de regarder juste la duration, regarder la manière dont le développement se construit. Est-ce que c'est plutôt un Dirac? Est-ce que on a une certaine curve à un moment? Et en fait, étant donné que on est à un niveau sinistre, on a souvent juste un ou deux cash flow. Et en fait, on est assez limité dans l'utilisation d'autres indicateurs. Donc, vraiment, l'indicateur, le seul qui était facilement utilisable, c'était la duration. Mais oui, je pense que si on avait eu un niveau de détail meilleur peut-être, ou si on avait eu plus de cash flow, ouais, on aurait pu utiliser des mesures de convexité ou ouais, on aurait pu. Mais dans mon cas là, comme je t'ai dit, vu que j'avais
assez peu de développement. En fait, j'ai juste dû me limiter à l'utilisation de la duration. Une autre question, on voit souvent des classes spécifiques pour les sinistres et des chutes de charge importantes dans leur développement. Des chutes de charge importantes loin dans leur développement. Alors non, en fait, j'ai pas vu ce phénomène. J'ai pas vu ce phénomène. Ce que j'ai vu par contre, c'est pour certaines classes, comme j'ai dit, en fait, je regardais le développement global, la somme de Linkerd. J'avais certaines classes dans lesquelles j'avais un sinistre qui était énorme et pour lequel, en fait, je crois que c'était une mine au Chili. En fait, on avait une estimation très élevée et à un moment, suite à une décision de justice, on a eu un remboursement énorme. Et en fait, le remboursement seul de ce sinistre a fait que une grande partie du développement de la classe entière était en fait surélevé. Donc, c'est-à-dire qu'on était à 120% pendant 15 ans, et après on est redescendu à 100% car on a eu ce remboursement. Donc quelque part, au niveau du développement, quand c'est un mouvement tard, étant donné qu'il va être appliqué sur tout ce qu'il y a eu avant, on voit bien. Je peux vous le remontrer peut-être. Alors si je regarde, en fait, ouais, c'est celui-là où on voit que là on a eu une grande estimation pour les mouvements encourus, ce qui fait que le pattern bleu, en fait, il est plus ou moins, enfin, si on enlève ce sinistre, le pattern bleu se situe au même niveau que le pattern rose. C'est juste qu'on a eu une grande estimation assez tôt et qui a été en fait liquidée relativement tard, ce qui fait qu'on a tout ça de développement positif qui sont en fait juste portés par un seul très gros sinistre. Alors, avez-vous étudié l'impact de votre approche via alors oui, je l'ai étudié et c'est vrai que l'impact était assez minime en fait sur le MIS-MDA, car comme je l'ai dit, les petites catégories sur mes arbres ne ressortaient pas en fait, étant donné que le gain de pureté était assez minime. Donc en fait le MIS-MDA a eu un impact peu important, mais quand même important, notamment au niveau de la sub et de la top, pour lesquels j'avais quand même 10% et 20% de valeur manquante, et une distribution des autres catégories qui étaient à peu près dans ces eaux-là. Donc en fait, on a eu des bons résultats et une bonne prédiction pour la sub et la top, et donc la scope of business et type of policy. Et sans cette étape-là, on aurait en fait créé deux grosses classes dans ces deux variables, et ça n'aurait pas vraiment eu de sens parce que qu'est-ce qu'on fait du coup si on obtient ça dans nos résultats de base? Si à un moment dans mon arbre final j'ai un split qui me dit ah bah pour cette variable là si c'est une valeur manquante tu le mets là, c'est bizarre et c'est contre-intuitif. Donc on voulait pas avoir ça en fait, on préférait quelque part redistribuer les valeurs manquantes d'une manière intelligente pour pas avoir dans notre segmentation à un moment le critère on nous dit ah bah sur cette variable qui est très importante, si tu as une valeur manquante, alors ce sera un développement plus court. C'est pas ce qu'on voulait obtenir. Donc c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a mis en place le MIS-MDA. Alors l'indicateur nombre de cash flow pourrait-il être utile, est-il embarqué d'une certaine manière? Ouais, est-ce qu'on l'a utilisé à un moment? Nombre de cash flow, je crois pas qu'on ait regardé les nombres de cash flow. On s'était posé la question. Il me semble qu'il y avait des cash flow en fait c'était peut-être dû à des corrections plus tard, mais en fait qui étaient presque nuls et du coup ça biaisait le nombre de cash flow. Mais un autre point là-dessus, en fait, maintenant en fait, on a eu pour les indicateurs de duration. Ce qui se passe, c'est que pour certains sinistres, on a une estimation à la fin qui retombe à zéro.
Et donc, on a une duration qui, en fait, on va diviser par 0 et donc au lieu d'avoir infini, en fait, on l'a mis à 0. Et donc, on avait une proportion relativement importante de sinistres qui avaient une duration à 0. Et parce que justement, le montant final, le montant ultime était à 0. Et ce qu'on a fait pour avoir moins de ces div 0, qui étaient en fait des 0, c'était que au lieu de diviser par la somme du montant encouru, on a divisé par la position maximale obtenue durant tout le développement. Comme ça, on avait un simili de duration pour chaque sinistre. Mais ouais, le nombre de cash flow, on avait regardé, mais ça donnait pas des résultats convaincants. Alors, avez-vous analysé la variance interclasse pour vos cadences? Variance interclasse pour mes cadences. Enfin, je suis pas sûr de comprendre ce que vous entendez par cadence. Je suis désolé. La volatilité des facteurs de développement. Alors, la volatilité des facteurs de développement, on l'a pas regardé. En fait, on a juste regardé les développements naturels. Et on a regardé la sensibilité aussi des différentes, la sensibilité de différents cases dans le triangle sur le développement de l'année, mais on n'a pas regardé oui, ce qui en fait, oui, c'est ça. Oui, ici, on a regardé la volatilité des facteurs de développement, mais on l'a pas mise en compte dans les critères de sélection. On l'a juste regardé à titre informatif. C'est pas rentré dans les critères de sélection, mais c'est vrai que on aurait pu. Certaines polices ne couvrent pas plusieurs types de périls alors que d'autres sont affectés par un péril en particulier. Ça en fait ça va être on a différents plus ou moins granularités. On va avoir la line of business qui va être quelque chose de plus général et qui après va être spécifié plus en détail dans d'autres variables. Et il y a plusieurs périls qui sont couverts, et on a des catégories qui sont liées à ça. On a du multipéril. Certaines feuilles regroupent-elles différentes lignes de business? Alors oui, on a alors de lignes de business, oui, on en a, parce qu'on avait des lignes de business qui étaient relativement petites en fait. Donc pour certains arbres pour lesquels on n'avait plus de feuilles, on avait des lignes de business qui étaient regroupées, oui. Et on a aussi regardé en fait j'ai fait une matrice de confusion entre les segments que j'ai obtenus et les segments qui étaient actuellement utilisés, qui prennent en compte le split par ligne de business. Et en fait, on voyait que malgré tous les erreurs de machine learning, on avait quand même, les segments sont bien construits et on avait, on avait plus ou moins un mapping pas parfait, mais qui était quand même significatif entre les classes que j'avais construites et les classes de la segmentation actuellement utilisée chez Score. Merci pour vos réponses claires à ma question. Merci beaucoup. Et merci, tout le plaisir est pour moi. Et j'espère avoir répondu à votre question. Ok. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou si j'ai mal répondu à une question, n'hésitez pas à me relancer. Vous êtes intéressé à la volatilité des réserves? Si oui, comment avez-vous réagrégé ces nouveaux segments en tenant compte de leur corrélation de diversification? Alors je me suis intéressé à la volatilité des réserves en regardant la volatilité des développements. Mais comme j'ai dit, j'ai pas pris la volatilité des développements en compte dans mon classement des segmentations. Et donc si oui, comment avez-vous réagrégé ces nouveaux segments en tenant compte de leur corrélation, diversification? En tenant compte de leur corrélation, diversification. Je voulais dire là, je suis pas sûr alors je comprends bien la première question. En fait, j'ai pas réagrégé mes segments. J'ai juste comparé la segmentation que j'ai construite avec la segmentation actuelle. J'ai pas fait de retraitement de mes segmentations en fait au vu de leurs résultats. Je les ai gardés tels qu'ils étaient. Bon, je crois qu'il y a plus de questions.
Donc, encore une fois, merci à tous d'avoir participé. Et n'hésitez pas à me recontacter si vous avez des questions. J'espère que ça a été clair. J'espère que je vais pas parler trop vite. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci encore pour votre participation.